Merci beaucoup, vraiment merci de cet accueil chaleureux. Monsieur le recteur, cher William Marois, Madame la Présidente, chère Véronique Lemézélec, Monsieur le Vice-président, cher Laurent Chazela, Mesdames et Messieurs et chers amis. D'abord, dans l'intitulé même de votre thème de congrès, il est révélateur que vous ne parliez pas d'élèves, mais d'enfants. Révélateur parce que ça témoigne de la spécificité de votre regard. Non que nous ignorions qu'il y a derrière chaque élève un enfant ou un jeune, mais parce que les mots ont parfois pu avoir tendance à masquer cette réalité. Oui, derrière l'élève, il y a une personne. Et si je reviens sur ce point, c'est qu'au fond, certaines situations passées peuvent laisser songeur, voire rêveur, puisque tel est un des thèmes de votre congrès. L'école dans son ensemble a pu parfois oublier cette évidence. Nous ne sommes pas ou rationnels ou émotionnels. Nous ne sommes pas engoncés dans une dimension, mais nous sommes tous des êtres complexes, avec nos histoires, nos origines, nos difficultés, nos richesses aussi. Qui n'a pas fait cette expérience étrange de l'influence de notre état émotionnel sur nos jugements et nos raisonnements? Quand on arrive face à un mur qui vient d'être soigneusement recouvert de peinture pariétale enfantine, on n'a pas la même réaction en fonction de l'heure, en fonction du moment. Si on est pressé, si on est troublé, alors ces feutres appliqués sur le mur donnent lieu à une colère intense. Et à contrario, si on est détendu, si on est reposé, pour le même acte, on proposera doucement à l'enfant de réparer lui-même sa bêtise avec un coup d'éponge. Bref, nous sommes profondément, inévitablement, essentiellement humains. Alors évidemment, en disant cela, je ne prétends pas vous livrer une information, surtout pas à vous, mais je prétends que cette information-là est absolument essentielle à prendre en compte dans le cadre de l'école. Que ne pas le faire, c'est refuser d'affronter la complexité de la réalité humaine, qui, à l'école précisément, se manifeste avec une acuité particulière, avec des tensions, avec des conflits pour lesquels l'apport de la psychologie est absolument décisif. Oui, il est sans doute plus facile de rêver l'école, d'envisager les élèves comme des entités neutres, aisées à saisir, sans méandre, sans difficulté. Cela simplifie grandement les enjeux. Lorsqu'un enfant échoue, c'est qu'il ne veut pas, c'est de sa faute, pas de la nôtre. Lorsqu'un jeune sort du système sans qualification, ah, mais ça n'est pas de notre ressort, qui pouvons-nous, ça ne nous concerne pas. Oui, une telle posture est plus aisée, confortable, mais ça n'est ni la mienne, cette posture, ni bien sûr la vôtre. Comment ne pas admettre que ces émotions, donc, qui tissent dans notre vie un filet si complexe de réactions et d'attention, jouent aussi dans l'apprentissage, dans la vie des élèves, un rôle absolument fondamental. Il y a, au-delà des méthodes, des facteurs profondément humains qui vont venir influencer la réussite aussi bien d'un professeur à transmettre à ses élèves que celle d'un élève à apprendre et à acquérir une autonomie. Non, l'école n'est pas un lieu abstrait, isolé, hors du monde, c'est un lieu de vie, un lieu vivant, un lieu vécu. C'est un endroit qui peut être celui d'un bonheur intense. Combien de personnes ont-elles des années après, des souvenirs vivaces de tels professeurs, de telles rencontres, de tels cours qui ont changé leur vie. Mais c'est aussi un endroit qui peut être celui de l'ennui, de la souffrance, d'une incompréhension qui, des années après, marque encore le parcours d'une personne. D'ailleurs, si l'école, en tant que sujet, soulève autant de débats, autant d'échanges, autant de passions, souvent vives, parfois fécondes, n'est-ce pas précisément parce que nous avons tous avec l'école un rapport profondément vivant, que ce soit par notre passé d'écolier, par notre présent de parents ou de professeurs, ou par l'avenir commun qui se dessine au sein même de l'école aujourd'hui. Ne pas tenir compte, là encore, de cette dimension humaine au cœur de l'école serait une grave erreur. L'école, les élèves, les enseignants, l'ensemble de notre système éducatif ont besoin, face aux défis innombrables qui sont les nôtres aujourd'hui, ont besoin de solutions complexes, différenciées et surtout d'une multiplicité de regards complémentaires. En tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
il est de mon devoir d'appuyer l'école, de l'appuyer notamment sur l'aide précieuse que constituent les apports de la psychologie. Parce que ce qui est en jeu dans chaque établissement scolaire, c'est simplement le devenir de millions de personnes. Oui, nous avons besoin que la pédagogie et la psychologie aillent de pair si nous voulons pouvoir réellement, comme je le souhaite, agir contre les inégalités, vaincre le décrochage scolaire, agir contre toutes les formes de désaffiliation scolaire, mais aussi et plus généralement agir pour le bien-être des élèves et de l'ensemble de la communauté éducative. C'est donc à un manquement grave que j'ai souhaité remédier en créant enfin ce corps unique de psychologues de l'éducation nationale, de la maternelle jusqu'au lycée, et ce, dès le premier semestre 2016. Ce changement va permettre d'abord de donner une cohérence d'ensemble à votre métier, en rompant avec la variété et la diversité des statuts passés. Ce faisant, vous acquérez enfin, aux yeux de l'ensemble de la communauté éducative, une meilleure visibilité. Cette cohérence s'établit non seulement en unissant psychologues et conseillers d'orientation psychologues, mais aussi en établissant entre l'exercice de la profession dans les écoles et dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels, une meilleure complémentarité, une plus grande continuité. C'est d'ailleurs avec le souci de mettre en évidence ce qui vous rapproche qu'ont été pensées les appellations des deux spécialités qui composent désormais ce corps unique. Elles débutent toutes les deux, ces deux spécialités, par le mot éducation et développement. Elles mettent en valeur ce tronc commun qui constitue votre cœur de métier. Et pour cette raison, nous avons mis en place une formation continue qui permettra de créer entre ces spécialités des passerelles. Vous pourrez ainsi passer de la spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle à la spécialité éducation, développement et apprentissage, et inversement, bien sûr. C'est donc la fin d'une situation pour le moins étrange où ce qui vous définissait était moins la nature même de votre action, son essence, que l'endroit où vous exerciez, avec parfois, selon que vous étiez dans le premier ou dans le second degré, des disparités importantes. Celles-ci sont aujourd'hui révolues. Dans ce corps unique, les perspectives d'accès aux promotions seront identiques pour l'ensemble des psychologues de l'éducation nationale. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que, ce faisant, j'ai permis à votre rêve de devenir réalité. Ce serait pousser trop loin la comparaison avec le thème de ce colloque. Mais je voulais juste vous dire ici combien nous avons veillé à tenir compte simplement de vos souhaits et de vos revendications, que je juge légitimes et qui sont restées trop longtemps sans réponse. La création de ce corps répond en effet à une attente. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, celle d'une reconnaissance statutaire qui remonte à loin, loin, loin. Vos prédécesseurs y aspiraient déjà en 1946, date à laquelle le plan Langevin-Wallon, de façon très claire, avait souligné l'importance de la psychologie dans l'école de la République. Je cite ce plan car, près de 70 ans après, la justesse d'une des phrases de ce plan demeure. La réforme de notre enseignement doit être l'affirmation dans nos institutions du droit des jeunes à un développement complet. Un développement complet, c'est-à-dire un développement qui ne se résume ni à des notes, ni à des moyennes, ni à un parcours académique, mais qui intègre en son sein toutes les dimensions et toutes les facettes du devenir humain. Ce corps unique de psychologues de l'éducation nationale a donc vocation à intervenir dans de nombreuses situations, souvent délicates, auxquelles notre époque est confrontée. Vous interviendrez ainsi dans la prévention des difficultés scolaires, bien sûr, mais aussi dans leur remédiation, dans le dispositif mis en place pour vaincre le décrochage, mais aussi dans notre combat constant contre tous les phénomènes de radicalisation, de repli identitaire dont souffrent nos établissements. Vous interviendrez dans la facilitation de la transition entre l'école et le collège, sujet à enjeu s'il en est, dans l'incitation à un dialogue approfondi entre l'école et les familles, dans l'accompagnement des élèves, dans la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons. Vous constituerez aussi des interlocuteurs de choix, non seulement pour les jeunes, mais pour leurs familles et pour les enseignants. Et je pourrais continuer ainsi longtemps, mais je ne voudrais pas tomber dans un inventaire à la Prévert. Alors plutôt que de poursuivre cette énumération, dont l'ampleur
montre à quel point nous avons besoin de vous. Je souhaite m'attarder un instant sur deux enjeux particuliers qui résument pour moi l'étendue et l'importance de vos missions. Le premier, le lien, et le deuxième, le sens. Si j'aborde le lien, c'est que, là encore, à la lecture de l'intitulé de votre congrès, il est un autre terme que je trouve révélateur. Ça n'est pas celui que l'on perçoit en premier, mais pour moi, il est significatif. C'est la préposition « entre ». Vos deux spécialités, en dépit de leur singularité, se caractérisent toutes les deux par l'importance qu'elles donnent à l'établissement de liens. Ces liens, ce sont à la fois ceux qui se nouent au fil du devenir d'un individu, mais ce sont aussi des liens qui s'établissent entre des personnes, des institutions, des lieux. Vous êtes, vous, très souvent, dans l'entre-deux. Cet entre-deux, vous évitez qu'il ne devienne un no man's land pour en faire un passage. À une époque où très souvent les élèves ont le sentiment d'être étiquetés, enfermés dans des cases, voués à un parcours unique, voire condamnés à l'échec, l'existence d'un passage, d'une autre voie, est essentielle et si précieuse. Et vous êtes au cœur des échanges qui fondent la trajectoire de chacun. Vous établissez par exemple un lien entre l'école et les familles, évitant ainsi que ne se creuse un fossé entre ces deux cadres de vie qui sont pourtant ceux dans lesquels les enfants et les jeunes passent la part la plus importante de leur temps. En les accueillant, en les informant, en les conseillant, vous permettez à bien des parents de comprendre ce qui se joue dans une scolarité qui pour beaucoup demeure encore opaque. Vous favorisez alors l'élaboration de véritables alliances éducatives, une meilleure connaissance, une meilleure reconnaissance de l'univers familial par l'école et inversement. Ce lien, vous l'établissez dans les moments où il risquerait de se fragiliser, voire de se rompre, dans ces transitions essentielles qu'effectuent les élèves de l'école primaire au collège, du collège au lycée et ensuite vers le supérieur et le monde professionnel. Vous les accompagnez, vous les soutenez, vous évitez que des jeunes ne se sentent perdus par des changements importants que constitue chacune de ces étapes. Vous élaborez aussi des suivis psychologiques et psychopédagogiques qui permettent à nombre d'enfants et de jeunes de s'en sortir et de renouer avec l'école une relation apaisée. Je songe aussi au rôle que vous jouez dans les projets de scolarisation des élèves en situation de handicap, à qui, il faut en avoir conscience, vous permettez de franchir le seuil des classes dont ils ont pendant longtemps été tenus à l'écart. Entre tous ces domaines, tous ces champs, toutes nos contradictions internes, votre place, en résumé, est bien celle d'un passeur, d'un créateur de liens. Établir des liens multiples, c'est au fond mettre un terme à l'ambiguïté, engendrée par le singulier de certains termes. Ni la réussite scolaire, ni l'échec ne sont réductibles à un processus unique. Ils sont au contraire complexes. Et pour permettre à chacun de prendre conscience qu'il n'y a pas une réussite, mais des réussites singulières, qu'il n'y a pas un choix unique, mais des opportunités diverses, vous êtes essentiel. Mais votre rôle va bien au-delà, et c'est pourquoi le deuxième terme sur lequel je souhaitais m'arrêter, c'est le sens. Le sens qui n'est quand même pas le moindre des enjeux de la psychologie. Lorsque vous vous entretenez longuement avec un élève, avec ses parents, ses enseignants, lorsque vous proposez des moyens de résoudre les situations les plus délicates, lorsque vous prenez en charge des jeunes après un événement traumatisant dans l'enceinte de l'école, c'est à chaque fois au parcours singulier de chacun de nos élèves et à l'école dans son ensemble que vous donnez du sens. Et très souvent, vous savez aussi conférer au savoir et aux compétences acquises à l'école un sens qui va bien au-delà de la perspective scolaire pour montrer aux jeunes que ce qui se joue, c'est bien son avenir et surtout son devenir. Nous avons, avec une acuité particulière dans l'époque qui est la nôtre, besoin de sens. C'est un point qui transparaît dans de nombreuses études, dans de nombreux témoignages, et ce sens, nous ne pourrons l'établir que si nous savons donner un sens aux missions de l'école de la République. Et ce sens, c'est celui de l'inclusion, de la volonté de ne pas réserver la réussite à quelques-uns, de favoriser au contraire les réussites de tous. À un moment où la mobilisation pour les valeurs de la République est un enjeu important, à un moment où nous avons besoin plus que jamais d'établir du commun,
Nous avons besoin d'une école qui soit celle de l'inclusion. Et c'est un véritable défi à relever. Et pour ce faire, parce que nous devons aussi prendre en compte la singularité des différentes situations, la spécificité du devenir de chacun de nos élèves, nous avons besoin de réseaux. Non pas ce réseau Wi-Fi que l'on recherche frénétiquement quand on est dans des endroits où il n'y en a pas. Non, non, ce réseau qui unit tous les établissements, toutes les écoles, à travers l'ensemble de notre territoire, et par lequel s'affirme l'unité de cette institution républicaine qu'est l'école, sans pour autant nier la diversité des situations, là encore. C'est cette conviction, la nécessité du réseau, qui nous a amenés, alors que des milliers de postes avaient été supprimés dans les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté entre 2007 et 2012, à mettre un terme à ces suppressions. Nous avons recommencé à créer des postes dans les RASED. Nous avons recommencé à envoyer en formation des enseignants pour reconstituer enfin ce vivier d'enseignants spécialisés. Et nous avons, lors des chantiers métiers 2013-2014, conforté les missions des RASED. Nous allons continuer à le faire. Vous êtes des conseillers et des relais précieux pour les équipes pédagogiques, notamment face aux difficultés scolaires que rencontrent certains enfants, car vous posez sur eux un regard empreint de connaissances qui vous permettent non seulement de détecter des signes avant-coureurs de problèmes possibles, mais surtout, vous savez, face à leur comportement, les interpréter, ces signes avant-coureurs. Pour constater qu'un enfant tape, insulte ou refuse d'obéir, une bonne vue suffit. Pour comprendre les raisons, les motivations multiples et complexes qui innervent ces comportements, il faut votre regard à vous. Un regard qui va au-delà des apparences, un regard qui comprend que dans l'épaisseur du vécu de chacun, des tensions importantes se manifestent, et celle à laquelle vous consacrez votre congrès n'est pas la moindre, la tension entre le rêve et la réalité. Parce que oui, entre rêve et réalité, l'équilibre est délicat, pour ne pas dire périlleux. Pour le maintenir, l'école a profondément besoin de vous. Je suis heureuse d'avoir pu vous en donner une preuve concrète avec la création de ce nouveau statut. Oui, il était temps, grand temps, de mettre fin à l'ambiguïté de votre statut passé. Oui, je l'affirme avec force, votre appartenance à la communauté éducative est totale, évidente, indispensable, alors que la plupart des systèmes éducatifs étrangers performants ont fait depuis longtemps le choix de s'appuyer sur les compétences des psychologues de l'éducation, alors que la psychologie est reconnue comme la discipline qui a le mieux intégré les avancées des sciences cognitives et des neurosciences, alors que vos connaissances vous offrent et nous offrent une compréhension très fine des mécanismes d'apprentissage et du développement personnel, la France ne pouvait tout simplement pas continuer à méconnaître votre rôle et à véhiculer une image obsolète de votre fonction. Je vous remercie.